Méditer, c'est prendre des vacances. Offrir des vacances à son esprit. Dans la méditation, nous restons conscients. Et donc, nous profitons. Nous apprécions. Alors, maintenant, nous allons consciemment profiter du temps qui passe. Consciemment, nous allons utiliser nos pensées pour faire des expériences. Pour nous enrichir. Par nos pensées, nous pouvons faire une expérience de paix intérieure. En visualisant un paysage paisible. Ou en recréant au plus profond de nous un espace de calme, immobile, silencieux, loin du monde qui nous entoure, souvent bruyant et agité. Par moments, dans la journée, au beau milieu de l'agitation, du bruit et du stress ambiant, j'ai besoin de me retrouver, de me centrer, de reprendre conscience de ma vraie nature. Qui suis-je? Un être spirituel avant tout. Dès lors que j'en suis pleinement conscient, je suis stable, fort, inébranlable. Je suis comme une étoile d'énergie, un être paisible et lumineux. Qui peut apporter à tous ceux qu'il croise un peu de paix et de lumière. Combien de fois dans la journée en suis-je conscient? Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue. Tout le monde se porte bien? Ouais. Alors le thème
qu'on va aborder justement le lien entre la méditation et la capacité à bien se porter. Et on pensait souvent qu'une fois par mois, on aime revisiter cette pratique de méditation, même si c'est un peu du b.a.-ba, mais en même temps, c'est comme un petit peu des fois repenser à notre régime alimentaire et mettre du nouveau dans notre régime alimentaire et évoluer. Est-ce que vous mangez la même chose que vous mangiez il y a 20, 30 ans ou ça a bougé? Ça a bougé? Oui? Un petit peu, beaucoup, la même assiette, les mêmes trucs ou les ingrédients ont changé un peu? On ajuste. Si on ajuste notre alimentation physique, on va sûrement ajuster notre alimentation mentale aussi. Et moi, la méditation, c'est un sujet que je trouve vraiment passionnant parce que, bon, d'un point de vue philosophique, on ne va pas élaborer des grandes théories ce soir, mais peut-être revisiter qu'est-ce qu'on fait en méditation et combien notre méditation est efficace. Et une question qu'on pourrait se poser au départ, c'est à quoi nous sert la méditation? Pas de point de vue théorique, là, mais si on se posait la question très, très sincèrement, personnellement, pourquoi on médite et qu'est-ce qu'on fait avec cette méditation? À quoi elle nous sert? Ça vous prendrait quelques minutes pour réfléchir à qu'est-ce que vous faites avec. Et est-ce qu'il y en a qui méditent jamais? Est-ce qu'il y en a qui ont... Puis c'est pas un reproche, hein, c'est... Enfin, vous allez payer pour, mais c'est... Non, non. Est-ce qu'il y en a qui sont tout nouveaux? Non, je pense pas. Je pense que vous connaissez tous. Tout le monde médite déjà un peu, ou... Ouais? C'est assez nouveau? Ouais. On découvre la méditation. Ça va? Est-ce que j'ai raison de penser probablement, il n'y a pas deux personnes parmi nous qui méditons exactement de la même façon? T'entends que probablement qu'on n'a pas mangé la même chose ce soir, ou presque. On mange chacun un peu à sa façon, on a des mets favoris. Possiblement qu'on médite tous chacun à notre façon un petit peu. Donc on a tous reconfiguré cet exercice avec un peu de ça, un peu de ça. On a pris à gauche, à droite. Il y a des choses qui marchent pour certains et qui ne marchent pas pour d'autres. C'est ça? Donc on a tous concocté une méditation très personnalisée en fait. Après, la question est de savoir est-ce qu'elle est efficace et qu'est-ce qu'on fait avec. Et je me disais tout à l'heure que si jamais j'avais vraiment un souhait par rapport à aider les autres à méditer, et moi j'ai passé maintenant quand même plusieurs décennies à travailler sur ça, ce que j'aimerais être capable de faire, c'est d'éviter à certaines personnes, et je ne sais pas si c'est possible, peut-être qu'on n'a pas le choix, mais j'aimerais ça éviter à des gens le long détour que j'ai l'impression d'avoir fait dans ma vie pour arriver à la compréhension que la méditation est essentielle pour maintenir quelque chose en place. Et que j'ai l'impression d'avoir passé ou gaspillé un peu de temps des fois à atteindre quelque chose, le perdre pendant des fois longtemps, le retrouver, aïe, 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 ça repart encore. Puis le yo-yo, on blague toujours, mais c'est un peu ça, le Raja Yo-Yo au lieu du Raja Yoga, là, c'est bon, tu descends, tu vas bien, tu vas pas bien, tu penses avoir réglé un problème, t'en as un autre. Et c'est fatigant à la longue. Et j'ai fait l'expérience pour moi que la méditation était régulière, donc il y a toujours eu de la méditation dans ma vie depuis très très longtemps. Et souvent, elle procure en effet une belle expérience. Mais aujourd'hui, je dirais que l'utilisation principale pour moi de la méditation en ce moment, c'est de garder le plus possible un niveau de conscience stable, le plus stable possible. Puis d'être conscient que le moment où je vais arrêter de méditer, je sais à l'avance, ça va commencer à baisser. Et je me suis assez fait mal, assez souvent, à me dire, mais non, c'est pas grave, okay, la batterie est encore assez chargée, c'est correct, je peux sauter ma méditation aujourd'hui, ok, c'est pas si important que ça. Puis je fonctionne sur les réserves, puis continuellement, me retrouve dans une situation où je perds le contact, je perds le contrôle, puis le bonheur diminue, puis l'ordinaire prend le dessus, puis le problème ronge. Puis là, on travaille à avoir une apparence, parce qu'on est yogi, donc il faut avoir l'air heureux, bien et tout, là, donc tu sauves les apparences, mais intérieurement, tu sais, puis t'en arraches un peu. Mais bon, mais finalement ça revient, donc après, le sourire est honnête et authentique.
Puis après, moins authentique. Ça faisait un peu beaucoup. Parce que moi, ça a été mon expérience pendant longtemps et depuis un certain temps maintenant, j'ai trouvé que, en fait, si je fais vraiment attention davantage à ma pratique de méditation, la notion, c'est que je peux pas ne pas méditer trop longtemps, sinon, à un moment donné ou à un autre, je vais avoir une perte d'énergie, une perte de conscience, et je vais devoir pédaler 2 fois plus fort après pour rattraper. J'ai lu des fois, je ne sais pas si c'est vrai, des théories sur l'électricité. L'hiver, on nous dit que c'est beaucoup plus économe de maintenir une certaine température, puis peut-être augmenter un peu de temps en temps, plutôt que de chauffer. Puis quand tu pars, tu mets à 0, puis quand tu reviens, tu mets à fond, puis quand tu repars, tu mets à 0, puis il dit ça coûte plus cher, c'est moins efficace, puis tu dépenses beaucoup plus d'énergie pour rien. Pas c'est vrai, mais en tout cas, moi, j'avais lu ça quelque part. Et la conscience, c'est pareil. Si on la maintient à un certain niveau, et quand je parle de conscience, je parle de prise de conscience, de qualité de pensée, de qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je cible. Puis si j'arrive à le maintenir assez bon et positif, et que j'évite que ça retombe dans du négatif, c'est un peu plus facile que d'aller très haut, tomber après, avoir besoin de tout remonter, après de redescendre encore, puis remonter. Puis ça, c'est ça qui est fatigant. Puis je me disais que si vraiment j'avais capacité aujourd'hui à mieux enseigner la méditation, j'essaierais de sensibiliser et de donner l'expérience aux gens, de dire c'est vraiment agréable quand la méditation devient une pratique tellement nécessaire pour maintenir ce niveau de conscience. Seulement, il y a des aspects qui sont un peu décourageants des fois, puisque la méditation n'est pas toujours synonyme de grosse expérience transcendantale dans une explosion de bonheur où tu as l'impression de flyer puis de toucher le plafond. Puis des fois, la méditation, comme un repas, ça peut être assez finalement disciplinaire, où tu manges, mais bon, c'est pas tous les jours et tous les repas que tu fais un festin gastronomique de très haute gamme. Là. Il y a des fois, tu manges, écoute, petite salade, un truc très simple, puis ça, c'est bien, mais c'est juste qu'il faut se nourrir. Puis je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous dire des fois, là, il faut que je mange parce que je vais tomber dans les pommes, ou si je mange pas, je sais que physiquement, là, je commence à... Tu sais, quand tu es jeune, tu t'en fous un peu, tu sautes un repas, c'est pas grave, tu manges n'importe quand, c'est pas grave. Mais je pense qu'il y a des fois où, si tu travailles fort au bureau ou ailleurs, puis tu n'as pas mangé depuis 12-13 heures, tu te dis, ouh, je pense qu'il faudrait mieux manger, sinon je commence à être étourdi, non? Donc, à ce moment-là, on mange parce qu'on sait que le corps, il a besoin de manger. Pourquoi on n'a pas la même attitude par rapport à la méditation? Et je reviens sur une thématique que j'ai aimée, qu'on nous avait proposée l'année dernière, où une des conférencières disait, avant, méditer, c'était utile. Tu sais, méditer, c'était facultatif. Méditer, c'était une option. Puis elle dit, maintenant, les gens vont comprendre que méditer, c'est une nécessité. Que si tu veux vivre sainement, il va falloir faire attention à ce qui se passe dans notre tête. Parce qu'il n'y a personne qui fait ça pour nous. Et que ce qui se passe dans notre tête, à un moment donné, c'est ce qui gère notre bien-être. Et que si on perd le contrôle sur ce qui se passe dans notre tête, on va perdre le contrôle sur notre bien-être. Et c'est vrai qu'il y a des situations extérieures, des fois, qui nous font perdre le contrôle. Des tests, des épreuves, des souffrances, des malheurs, on va y revenir tout à l'heure. Et donc, la question, c'est que des fois, la méditation, elle n'est pas nécessairement juste, un moment d'extase. Des fois, la méditation, elle est purement fonctionnelle, où elle va avoir comme tâche d'accueillir un gros moton empoisonné, puis de le broyer, puis de le digérer, puis de le neutraliser. Pas le fun, ça. Il n'y a pas de grosse extase là-dedans. Mais il y a eu un travail qui a été fait. Et si ce travail est bien fait, on passe une épreuve, on l'intègre dans une réflexion, on cherche à maintenir une conscience, l'épreuve passe, puis on n'est pas aussi abîmé qu'on le serait si on n'avait pas fait de travail là-dessus. Il y a des méditations qui sont très thérapeutiques. Et ce que je vois dans la méditation, c'est que c'est dans un sens un apport énergétique. Des fois, c'est vraiment tu gagnes une énergie, mais des fois, c'est juste
une guérison de l'énergie qui est déjà là, qui est déjà en place, que j'ai besoin de soigner. Combien d'entre vous ont eu le rhume ou la grippe cette année? Ouais, plusieurs? Ça prend 2-3 jours, là où tu es un peu, ou 2 semaines, ou 3 semaines, ou... non? On connaît tous ça, non? C'est quoi le rhume, la grippe? Apparemment, c'est un truc microscopique, tout petit, qui vient d'un petit bisou que quelqu'un t'a fait, ou d'une poignée de main, ou de vraiment un truc tout à fait anodin. Et puis, apparemment, c'est ça, hein? C'est un tout petit truc microscopique, invisible, puis qui met un organisme qui, comparativement à lui, est à peu près gros comme 3 planètes Terre, là, à Terre, c'est ça? Donc, c'est un tout petit Moses qui fait effondrer le géant total. C'est ça le rhume, non? Un virus, ou beaucoup de maladies d'ailleurs. C'est une bactérie, un virus, qui s'attaque à un énorme système 3, 4, 100 milliards fois plus gros que lui, puis il le met à terre. Puissant, hein? Alors, c'est quoi le truc? Et nous, on se dit, la vie, elle est un peu comme ça. Nous, on est un être très élevé, extrêmement puissant. Puis des fois, ça prend juste une pensée. Ou juste un sourire de quelqu'un. Puis ça te rentre comme dans un virus. Ou juste un regard, c'est la personne... Juste un regard qui n'est pas tout à fait celui que tu avais espéré. Puis là, avant que tu t'en rendes compte, ben voyons, qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi elle m'a regardé comme ça? Puis déjà, elle se prend pour qui, elle? Puis ça y est, le petit virus vient de rentrer. Puis là, il fait son chemin. Puis là, il bouffe la moitié de ton cerveau. Après, il va bouffer tes relations parce que là, tu appelles ta mère et tu sais ce qu'elle m'a dit, l'autre, là? Non, mais c'était pour qui elle se prend. Puis là, tu propages le virus. Alors là, ça c'est vraiment une pensée, là. Puis c'est parti. Puis là, ça va à l'autre, puis à l'autre, puis l'autre, puis ça va mieux aujourd'hui, puis ouais, puis ton virus. Non, je me sens encore très affecté, ouais, tu sais. Puis là, c'est comme contagieux, la bibite. Puis c'était juste que l'autre, en fait, avait mal au ventre le jour-là, puis elle a fait comme ça. Mais elle n'a même pas écouté ce que tu as dit. Elle voulait pas te dire quoi que ce soit. Il n'y avait aucun problème. En fait, elle comprend pas pourquoi depuis, tu lui parles plus. Elle dit, voyons, qu'est-ce que j'ai fait? Elle avait juste eu une crampe d'estomac au moment où tu lui as dit qu'elle était très importante dans ta vie. Puis elle a dit, ah ouais, puis elle n'a pas compris. Juste une crampe d'estomac. Mais c'est devenu tout à coup un espèce de virus. Et on est à terre. J'exagère un peu, mais c'est le concept. Et ce qu'on dit, c'est que, bon, malheureusement, il n'y a pas de remède très, très efficace contre le rhume. Moi, j'avais cru en trouver un avec le jus de citron le matin, puis ça a duré quand même 2 ans. Ça m'a vraiment, je pense, préservé. Cette année, ça n'a pas marché à un moment donné, mais je pense que j'ai fait une entorse à tout ce régime. Mais ça prend pas grand-chose, des fois, pour faire écrouler tout le système. Un ordinateur, c'est exactement la même chose. C'est fabuleux que tu aies une machine capable de faire des choses incroyables. Tu prends un ordinateur, tu peux faire du montage vidéo, tu peux regarder un film, tu peux communiquer avec le monde. Tu rentres un petit virus là-dedans, puis ça vaut rien du tout. Là. Ta machine à 3000 $ ne vaut plus un sou. Puis tu es totalement paralysé, tu peux plus fonctionner. Et c'est quand même, c'est la symbolique, l'image est très forte. Et pour moi, la vie, elle est un peu comme ça. C'est qu'elle est, si je suis pas très équipé d'un point de vue d'un système immunitaire spirituel, ben, je peux facilement me faire contaminer par ce que quelqu'un m'a dit, ce qui s'est passé, ou de l'intérieur, ce que j'ai senti. Je suis convaincu que mon sentiment est vrai alors qu'il ne l'est pas du tout. Quelqu'un te dit quelque chose, puis tu as le sentiment, je suis sûr que c'est pas vrai. On ne sait pas, c'est un sentiment. Puis le sentiment vient peut-être d'une moisissure intérieure qui n'est même pas véritable. Tu sais, j'ai capté quelque chose de mauvais qui vient de moi. Mon doute, mon manque d'estime de soi, mon complexe d'infériorité va créer des sentiments. Pas l'autre personne, c'est mes propres bibites qui font ça. Ils disent que quand ils font l'autopsie des cadavres, des morts, ils disent à peu près 75% des gens ont une forme de cancer ou un autre. Puis ils les voient, tous les cancers sont là. Puis les gens ne le savaient pas. Puis ils ont vécu jusqu'à leur mort sans jamais savoir qu'ils avaient en fait un cancer. Et c'est tout, apparemment, beaucoup de corps physiques ont des formes de cancer non développées, mais qui sont là. Tant qu'ils ne se manifestent pas, ben, les gens peuvent vivre sans s'en rendre compte. Alors on a en nous des faiblesses, on a des faiblesses en nous,
Puis des fois, ces faiblesses prennent le dessus, puis elles nous font penser, nous font ressentir, nous font croire quelque chose. Et là, vous me voyez venir, évidemment, gros comme un pharmacien avec son produit du jour à proposer, disant, contre tout virus, essayez le Raja Yoga. C'est très bien. Essayez la méditation. Et honnêtement, il y a dans la méditation une compréhension qui doit dépasser le simple notion d'exercice de bien-être. Aujourd'hui, on commercialise la méditation beaucoup comme un anti-stress, un produit anti-stress, de relaxation. Mais bon, on sait que c'est beaucoup plus que ça. Et j'ai l'impression pour moi que la méditation, telle que je l'ai vécue depuis très longtemps, c'est que c'est un peu comme un pare-feu ou un antivirus. C'est vraiment une énergie que je recrée constamment, puis qui m'aide à faire attention à ces attaques, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Et à chaque fois que je néglige, ça a été ça mon erreur, je pense, ou je ne sais pas s'il y a une erreur, c'est pour ça que je dis peut-être que le chemin est inévitable, puis on doit tomber. Combien de fois il est tombé le Christ avant d'aller se faire crucifier? 3-4 fois. Je pense que peut-être que c'est obligatoire de tomber plusieurs fois pour un jour te dire, bon là, non, j'en ai tellement assez de tomber. Oui, je veux la faire, la méditation, tout le temps, parce qu'on le fait sachant que si je le fais pas, je m'expose à un risque. Et aujourd'hui, ce que j'apprécie de plus en plus dans la méditation, c'est la capacité de juste garder la conscience à un niveau de plus en plus stable, de plus en plus efficace, et de revenir à des bases que j'avais un peu délaissées, très honnêtement. Quand j'ai commencé, on nous apprenait qu'il y avait une technique qu'on appelait le traffic control, qui est une espèce de... c'est un feu rouge, finalement, c'est un feu rouge qu'on s'impose pour contrôler le trafic des pensées. Et ce qu'on a, si vous allez sur vos téléphones mobiles maintenant, il y a des applications dans Google Play, Brahma Kumaris Traffic Control. Il y a des applications qui existent et qui font sonner le téléphone. Enfin, c'est une musique qui sort toutes les heures, toute musique douce, planante. C'est juste très étrange quand ça sonne en plein milieu d'une rencontre ou à des moments où vous avez oublié de fermer votre téléphone. Moi, je l'ai remise dans mon bureau, puis c'est ça qui est très drôle en ce moment. Et c'est une musique qui sort toutes les heures, puis qui dit à l'individu, à toutes les heures, quand ça sonne, là, tout le monde s'arrête, puis tu prends une minute pour juste remettre la conscience au bon niveau. Et ceux qui ont été en Inde, au siège social, là où on va en Inde, le siège social, c'est immense, hein, c'est un campus. Imaginez le campus McGill ou l'Université de Montréal, avec des milliers de personnes. Puis imaginez qu'à heure régulière, tu as des haut-parleurs partout là-bas. Puis en Inde, faire plus de bruit que le bruit ambiant, il faut que tu mettes des gros haut-parleurs. Donc, ils ont des méga haut-parleurs partout. C'est pas de la petite musique planante qui sort, c'est de la grosse chanson indienne, Tikidou soin soin, Tikidou soin soin, une grosse musique, chanson très joyeuse, bang. Puis on l'entend dans le village, c'est-à-dire tout le village entend le campus des Brahma Kumaris qui bim, part avec sa musique. Et nous, ce qu'on fait, c'est quand la musique arrive, peu importe ce qu'on fait, que tu cuisines, que tu parles, que tu sois en meeting, que tu sois en train de couper du bois, peu importe, tout le monde s'arrête, puis tu deviens comme une statue, puis tu médites. Ça dure 3 minutes 30, 4 minutes. Mais on est en plein campus avec des livraisons, des autobus de touristes qui passent avec le facteur, avec la livraison de légumes. Il y a beaucoup de monde qui passe. Puis le campus, il est coupé, un des campus est coupé par une rue publique. Donc tu as carrément le trafic des chevaux, des vaches, des voisins, tout le monde passe. Puis la musique part, puis là tu as des milliers de personnes qui deviennent des vraies statues qui ont les yeux ouverts. Tout le monde fige. Puis là, des fois, moi, ça m'est arrivé. Michel est là, il a été souvent en Inde, ça nous arrive continuellement, puis c'est toujours très drôle quand ça se passe. Mais vu qu'on domine l'espace, on n'est pas gêné. Et là, souvent, ça m'est arrivé où la musique part, bon, là, on médite, puis on est bien, puis là, je vois l'autobus de touristes qui arrive, ils ouvrent les portes, très extravertis. Puis là, tout le monde dit, qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais, là, ils voient, mais des centaines de personnes comme ça, sans bouger les caméras cachées. Là, il y a un truc, alors là, tout le monde sort. Et puis tout le monde, puis eux-mêmes, ils sont là, en train de dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a plus personne qui bouge. Puis ils comprennent pas, tu sais, le concept. Nous, on est tous là,
souriant, les yeux ouverts, parce qu'on médite les yeux ouverts, puis on est tous statiques, hein, si tu t'amenais à marcher, tu te promènes avec quelqu'un, ben, tout le monde s'arrête, puis on est debout, puis on médite, hein, puis on s'en fout de ce que pensent les gens, parce que c'est notre lieu, là, c'est nous qui faisons ça. Puis nous, on médite toutes les heures pour être sûr de ne pas perdre le contrôle, parce que c'est un lieu qui est fait pour ça. Et nous, notre but, quand on est dans le siège social, c'est tu crées un environnement qui justement est loin de ton quotidien, puis tu es sur une montagne, c'est paisible, puis ça a été créé pour nous donner l'expérience de qu'est-ce que la conscience peut faire quand elle est à son meilleur niveau. On se donne les moyens pour, tu as du temps, tu dors, tu te lèves tôt le matin, tu manges bien, tu fais des méditations longues régulièrement, tu assistes à des conférences, puis tu es pendant 2 semaines, 3 semaines, tu es comme dans un spa spirituel pendant 3 semaines. C'est sûr que tu vois qu'est-ce qui se passe à la conscience. C'est comme si, tu sais, les gens qui arrêtent de manger du sucre, par exemple, pendant 3 semaines, puis ils vont dire qu'est-ce qui se passe. Il y a plein de vidéos maintenant sur YouTube, pas toujours très réjouissantes, hein, mais par exemple, qu'est-ce qui se passe à un foie, j'ai vu ça l'autre jour, je pense le foie des gens qui arrêtent l'alcool, contre le foie de l'alcoolique, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, 1 an plus tard, comment le foie a récupéré. Ben nous, on est un peu pareil. On arrive tout pollué avec nos bibites. Tu arrives sur le sommet de la montagne, puis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, tu as mangé pur, tu as pensé pur, tu as échangé avec des gens que sur des concepts positifs. C'est sûr que tu vois que tu n'es plus normal, quoi. Ben, en fait, tu es plus normal. Donc, c'est ça d'être normal, en fait. C'est qu'avant, j'étais stressé, mais on ne s'en rendait pas compte. Alors, le traffic control, par exemple, c'était une pratique que moi, honnêtement, j'ai un peu délaissée parce que, bon, tu es au travail, puis tu l'as fait tellement souvent qu'à un moment donné, tu oublies, puis tu ne veux plus le faire, puis tu délaisses. Et récemment, il y a quelques mois, justement, je me disais, ben là, je voulais pousser mes efforts. Puis là, je me disais, non, je vais remettre le traffic control partout. Je l'ai remis chez moi, je l'ai remis au travail. Puis là, c'est vraiment très... oui, ça vient vite toutes les heures, là, t'as à peine le temps d'être en meeting, puis tout à coup, là, j'étais avec une discussion très, très sérieuse, tout à coup, au bureau, avec quelqu'un, puis c'était sérieux, là, c'était grave, puis là, il parle, puis moi, j'entends la musique qui part dans la nage, j'avais oublié de le baisser, puis c'est une petite musique planante. Puis là, je peux pas m'empêcher, il me parle, puis je suis comme... Puis là, je commence à sentir mon cerveau à moitié... qui a envie d'aller là-dedans en disant c'est bien plus le fun, mon ami. C'est ce que tu es en train de me dire, qui est lourd, puis triste, puis grave. Puis lui, il me parle, puis je sens qu'à un moment donné, lui-même commence à être un petit peu dérangé, puis à la fin, non, c'est quoi ce truc-là? Tu vois, c'est la musique, c'était une espèce de petit chant, éthéré comme ça, d'ange qui parle. Je dis, non, c'est quoi ce truc-là? Je dis, ça, c'est le moment de relaxer, mon ami. Il n'y a rien de plus important. C'est weird. Je trouvais ça très étrange, le concept de la petite musique dans le bureau. Mais moi, je trouvais ça vraiment... OK, merci, Traffic Control. Tu sais, ça garde en rythme dans ma vie. Tu vois. Quand j'allais en Inde, là-bas, on fait des expériences de méditation, des fois de 4 heures. Moins maintenant, parce que les gens n'ont plus la patience, n'ont plus le... stamina là, de durée. Mais moi, j'ai fait des entraînements quand j'allais en Inde. On était assis par terre, sans coussin, sans dossier, en randonnion, là, tassés dans des grandes salles. Puis on nous disait, ben là, vous faites une bâtie. Puis ça, c'est 4 heures. Il n'y a pas de pause pipi, là. T'es assis 4 heures. Puis moi, je disais, là, on va mourir. T'sais. Moi, j'allais là, puis écoute, après 30 secondes, je me disais, j'ai déjà mal au dos, ça va mal. Je pense, tu es assis en indien comme tu peux. Puis, pendant des années 80, il y avait des bancs, mais c'est pour les personnes plus âgées. Puis, moi, à 20 ans, 22 ans, non, tu vas pas t'asseoir sur un banc, c'est par terre. Puis, on a fait 4 heures assis comme ça. Alors, on a appris à mettre les jambes croisées. Puis, en fait, la position est très confortable, finalement, parce que ton corps est comme un cintre. On dit ici, là, on est un cintre. Puis pourquoi on dit aux gens qui méditent, mettez-vous droit? C'est parce que tous les organes sont bien suspendus comme sur un cintre. Et donc, on était comme ça, puis 4 heures, et c'est long en tabarnouche. Et la première heure, j'avoue que tu rumines toutes sortes de drôles de trucs. Puis il y a beaucoup de pensées négatives, du genre, hey, j'ai-tu mal au dos, c'est ridicule, pourquoi on fait ça? Puis à un moment donné, tu casses. En tout cas, moi, ça a été mon expérience souvent, c'est qu'on casse
l'espèce de dur esprit, l'esprit dur qui est un peu, comment je pourrais dire, primitif. C'est vraiment ça, on casse cet esprit dur primitif. Puis à un moment donné, tu sens, là, ça devient comme chaud, puis malléable, puis là, ça devient comme, moi, c'était mon expérience, c'était, tu penses, là, puis c'est une pensée vient, puis boum, tu dis, oh, what was that? C'est bon, ça? Puis là, tu penses, je suis en paix, puis je sais pas, ok, il se passe quelque chose, hein. Puis après, ça augmente, en tout cas, il y en a qui s'endorment, hein. Après 2 minutes, s'endorment, puis pendant 4 heures, ils ont super mal au cou après. Ça, c'est sûr, c'est très dur. Si tu cognes des clous pendant 4 heures, ça, c'est, tu vas au massage après. Mais si tu arrives à rester réveillé, moi, l'expérience que j'ai souvent eue, c'était ça, c'est ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Puis là, ça devient d'une intensité. Puis là, tu te rends compte que ton esprit, tu l'as jamais fait faire ça, là. Puis moi, à part le fait de se dire, tu te forces pendant 4 heures à dire à ton esprit, je suis désolé, là, mais tu vas faire une session de gym pendant 4 heures. C'est long. Mais à un moment donné, l'esprit, il est chaud, là. Puis là, tu te rends compte qu'on a des aptitudes mentales que je n'avais jamais vécues avant. Qu'on atteint des niveaux de conscience dans lesquels tu peux penser « j'aime le monde ». C'est pas une pensée, c'est plus juste « j'aime le monde », c'est là où je peux plus le décrire. Là, on arrive à une grosse limitation d'un point de vue oral, tu peux pas le décrire. C'est comme si je vous disais, vous connaissez le yaourt Riviera crème sûre avec du sucre. Je peux pas le décrire. C'est impossible. Je le sers, là, je te mets le sucre, goûte, puis tu vas me dire, c'est super bon ça. Ben, c'est ça. Et cette méditation-là, des fois, elle atteignait des niveaux où tu te disais, moi j'avais une pensée, puis la pensée devient émotion, devient conscience, devient gigantesque. Puis après, il y a du silence. Puis la pensée d'après, qui est longtemps après, c'est souvent, je pensais plus. C'est comme, tu prends conscience que tu pensais plus. C'était génial. Alors, je recommence. Puis là, tu repars. Puis une fois dans la vie, je pensais plus encore. C'était génial. Puis tu sens que je sais pas comment d'autres le vivent. Moi, je l'ai vécu comme ça souvent. C'est quoi qui appelle une pensée plus? Pensée qui est connectée vraiment à mes valeurs fondamentales de paix, de bonheur, d'harmonie, d'authenticité, de vérité. Une pensée qui n'a pas été contaminée par un doute, par une colère, par une méchanceté, par une ironie, par pure. Elle a juste, je suis une âme qui aime tout le monde. Tu sais, puis ça vient chercher vraiment les valeurs les plus profondes. Et ces pensées-là ont des pouvoirs énormes. Alors, l'expérience qu'on faisait des fois aussi, c'est il y avait des gens qui guidaient les méditations. Donc, on avait tous nos aînés, les dames un peu âgées qui venaient, puis elles s'assoyaient devant nous, puis elles nous regardent. Ça, c'est très spécial. Puis là, tu es assis devant, puis c'est ça qui anime la méditation aussi, puis elles nous regardent. Puis là, dès qu'elles te regardent, là, tu sens une espèce de truc qui dit « What was that? » C'est parce qu'elles nous regardent comme une âme, puis toi, tu es une âme. Puis elles se sentent comme une âme. C'est une autre dimension de communication. Si moi, je te regarde, puis je regarde juste tes cheveux, en disant, voyons, t'as quelque chose dans les cheveux, tu vas le sentir, à un moment donné, tu vas dire, voyons, j'ai-tu quelque chose dans les cheveux? Ou... on va le sentir. Alors, l'idée, c'est quand quelqu'un te regarde comme quelqu'un d'exceptionnel, ben, tu sens que, ben, je suis peut-être exceptionnel. Parce que l'autre a ce pouvoir dans son regard. Donc, les dames se mettaient comme ça devant nous, puis toutes les demi-heures, ça change. Puis, comme ça, nous, on est là, puis la méditation, il y a la musique, silence, musique, silence. Donc, 4 heures, ça donne une expérience qui est unique. Puis je vous mets plein d'éléments, puis je vais tout rafistoler tout ça à la fin. L'autre pratique qu'on a, c'est de méditer tôt le matin. Tôt, je veux dire très tôt le matin. En fait, c'est en plein milieu de la nuit. Un moment où normalement les gens dorment. Et on a une pratique souvent qui est de se lever en plein milieu de la nuit, alors que le monde dort, la nature dort, et de profiter de ce temps. Ils appellent ça des fois de l'heure bleue, de blue hour. Ils disent que c'est même la période de transition des chants d'oiseaux de nuit aux oiseaux de jour. Puis il dit qu'il y a de blue hour, c'est le petit moment entre la nuit et le jour. C'est ni l'un ni l'autre, c'est entre les deux. Et cette période du matin, on dit c'est entre 2 et 5 heures du matin. C'est cette période très cruciale du matin. Nous, on a une pratique Raja Yoga qui est de se lever dans ces heures-là, puis de se mettre dans cette posture mentale d'écoute, de neutralité,
d'éveil et de disponibilité. Et là où j'en ai, c'est que pour moi, la méditation, c'est un exercice, une méthode, pratique, un état d'être dans lequel il y a une émission de ce que je suis, de mes pensées, mais une réceptivité à recevoir quelque chose. Et les deux sont importants. Et on travaille sur les deux, à qualifier notre pensée, lui donner une qualité, faire attention à qu'est-ce que j'émets comme pensée, et être conscient que mon émission est très importante. Parce que si je suis une antenne, puis que j'émets un signal, ce signal, il se propage, puis il revient. Il y a un écho, puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Les êtres, on émet... Comment les baleines fonctionnent? Elles émettent un son qui revient, c'est ça? Les sonars ou les ultrasons, etc., elles projettent des choses. Les dauphins font ça, ils projettent, puis ça revient. Ben, nous, on fait la même chose. On est des êtres humains, des âmes humaines. On projette une énergie. Si je projette une énergie négative, elle revient négative. Si je projette une énergie positive, elle revient positive. Je vis, c'est la respiration, c'est le cycle de l'âme. Donc notre émission est importante parce qu'on émet des signaux. Si mon signal est positif, et là c'est une image bizarre, là, mais si tu es une fleur avec un beau pollen, les abeilles, elles vont venir, là. Puis elles vont te frotter dessus, puis elles vont venir te dire des petits mots d'amour, puis elles vont te buzzer toutes sortes de belles choses, puis elles vont se coller à toi, puis elles vont repartir avec ton pollen, puis elles vont faire ce qu'elles ont à faire, non? Puis si tu es une épine, puis tu buzzes du négatif, ben tu as une belle au bois dormant qui va venir, puis elle va mourir en se frottant à toi, puis tu veux faire du bien, puis en fait tu tues le monde autour, parce que tu es une épine, puis tu propages du négatif. Et si je propage du négatif, ben je transmets à des vampires, le signal, viens, il y a du sang, là, tu peux venir prendre mon sang. C'est pas des petites abeilles qui arrivent à ce moment-là, tu les vois venir avec le gros croc et dire, il me semble, je sens quelque chose de... C'est plus... J'arrête là, ceux qui ont une capacité visuelle, t'attires des chauves-souris, quoi. C'est pas la même chose. Et l'émission qu'on émet est très importante. Et si on se met le matin à émettre un signal positif, ben on contribue au bien du monde, on rentre dans un cycle positif qui revient, on participe au lever du soleil, on participe à l'éveil de la nature, on participe à ce qui est beau, puis on fait partie de ça ensuite. Mais aussi, la méditation, ça devient une aptitude à percevoir et à capter le signal de l'au-delà. Et nous, on est convaincus que l'âme, si elle a la friture, c'est-à-dire si je suis dans l'inquiétude, dans la négativité, dans la haine, dans la colère, dans la vengeance, dans l'amertume, etc., 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 c'est comme si j'avais des parasites très forts qui sont en train de créer une friture dans ma conscience et qui m'empêchent complètement de capter un message d'amour qui est là, mais que je ne peux pas capter, je ne peux pas le déchiffrer, parce qu'il y a plein de fritures en ondes. Quand on ouvre, l'ancien, à l'époque, là, vous vous souvenez les vieilles télés où tu avais des rondelles, puis tu tournais pour la chaîne numéro 4, 5, 6. Il n'y avait pas plus que 12, je pense, sur la rondelle. Des fois, tu tournes, puis tu as juste on appelle ça de la neige, ça? De la neige, tu sais, il n'y avait rien, il n'y a rien. En fait, le signal est là. Mais toi, tu n'es pas branché, ou il y a des fils qui sont mal connectés, puis tout ce que tu vois, c'est de la neige. Mais l'émission, elle était là, elle existait. Tu aurais pu, si les fils étaient mieux branchés, capter bobino et bobinette. Ce qu'on a raté, parce qu'il y avait de la neige. Et la méditation, c'est ça. C'est que si j'ai de la friture, je vais dire après, moi, j'ai rien senti. Ah oui, mais c'est pas qu'il n'y avait pas une émission. L'émission a eu lieu. Elle a lieu tout le temps. Mais je ne l'ai pas captée parce qu'il y avait de la friture. Donc, d'où l'importance d'une méditation bien faite pour que la conscience soit assez réchauffée, activée, musclée, en forme, et être capable de percevoir ça, puis d'émettre des vibrations positives. Et c'est là où je reviens à l'idée de départ que ça, c'est un muscle. Si je ne le garde pas en forme tout le temps,
ben c'est naturel que ce muscle-là, le moment où j'arrête de le stimuler, il se durcit. Puis après, quand j'essaye de méditer, je m'assois, puis il n'y a rien qui se passe. J'y arrive pas, je peux pas me concentrer, puis une voiture passe, je regarde, après je regarde l'heure, le chat arrive, oh mon petit minou, nanana, puis une demi-heure plus tard, c'est rien passé. Puis après, ben, ça ne nous tente plus de méditer parce que c'est rien passé, puis j'ai pas eu le buzz. Ça sert à rien, tu sais. Et là, on se décourage facilement. Et c'est là où je disais tout à l'heure que les épreuves ensuite s'ajoutent à cela. Nos maux de ventre, puis nos indigestions, puis le problème de l'autre, puis les virus que tout le monde éternue devant moi, puis après, chacun partage ses virus, puis ils me racontent leurs histoires. La conscience baisse, puis on devient ordinaire. On devient comme tout le monde, tu sais. Puis toi, ça va, ouais, t'as pas trop mal au ventre, ah oui, puis d'après... Okay. Puis ton orteil, ça va mieux? Oui. T'as trouvé des pansements? Ah oui, c'est bon, ah super. OK, après une demi-heure, c'est lourd. Comme discussion, on a une conscience qui est pas très élevée, quoi. Ça fait du bien, des fois, de parler de ses orteils, mais bon, pas toute la journée, quand même, tu sais. Alors, maintenir la conscience élevée, pour moi, c'est ça, bien se porter, c'est d'être capable de préserver ça. Et là où je le partage vraiment juste dans le sens, si ça peut contribuer à vous inspirer là, pour votre propre progression de méditation. Pour moi, la pratique de méditation, maintenant, elle est devenue comme si c'était un peu mon gardien de la conscience. Comme si mon temple était menacé régulièrement. Puis quand j'étais plus jeune, je ne me rendais pas compte de la gravité d'avoir un temple sacré qui se fait saccager régulièrement. Mais quand il se faisait saccager, je dois admettre que des fois, j'aimais bien ça, les voleurs qui venaient, puis les fous qui venaient, je les trouvais très divertissants. Ils arrivaient avec leurs grosses motos bruyantes, puis leurs trucs, leur musique. Ouais, je trouvais ça pas si mal. Puis je les laissais rentrer dans le temple, et puis bon, à un moment donné, ils repartaient, tout était abîmé. Je dis, oh, ouais, c'était raide, hein, son truc, mais je les avais laissés rentrer. Après, à un moment donné, j'ai découvert que ceux-là, je pense que je vais plus les laisser rentrer, puis là, j'ai commencé à sélectionner un peu. Puis des fois, d'autres venaient avec leurs belles apparences. Je dis, ah, ça a l'air cool, viens. Puis finalement, ils partent plus. Tu sais, après 3 semaines, tu dis, bon non, je pensais qu'ils venaient juste pour le thé, mais ils est resté là pendant 3 mois. Et le temple de ma conscience, je l'ai mal géré, je dirais, où j'étais pas conscient de l'importance de protéger ce temple pour pas qu'il y ait de fous qui viennent détruire mon temple. Et aujourd'hui, je me rends compte que, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est le fait d'avoir été souvent pillé, puis d'avoir souvent eu l'impression de devoir nettoyer après la tornade, l'épreuve, la difficulté, la colère, peu importe ce qui a bousillé le temple. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression d'être plus rigoureux dans non, là j'en ai assez, là on va mettre des gros pare-feux. Et pour moi, le gros pare-feu, c'est devenu de plus en plus, depuis quelques années, quelques mois, revenir à la discipline. Traffic control, méditation tôt le matin, m'imposer une discipline pour dire j'ai besoin de garder mon pare-feu actif. Sinon, le moment où je le laisse tomber, je sais qu'il y en a plein qui attendent que ça pour détruire mon temple. Et là, j'ai l'impression d'être beaucoup plus protecteur. Et on revient à la notion à la fin de dire c'est quoi ce temple? Ben, c'est notre dignité, c'est notre respect de soi, c'est notre appréciation de soi, c'est ce qui fait qu'on a un plaisir d'être avec soi-même. Qu'on laisse suffisamment longtemps le temple protégé pour que tout ce qui est beau en lui grandisse. Tu sais, si tu as une plante qui a à peine grandi, elle a à peine fait un bourgeon, elle se fait décapiter, tu dis, c'était beau, hein, j'ai vu une feuille. Ben oui, mais c'est rien. Ta plante, là, elle est censée faire 10 mètres de diamètre puis donner 300 fleurs par jour. Ce serait ça, normalement, ta plante. Et si on ne l'a jamais vue comme ça, puis qu'à chaque fois qu'elle donne 3 feuilles puis un petit bourgeon, on la coupe, ben on se dit, ah, quand elle a 3 feuilles, c'est beau, puis on vit avec ça. Jusqu'au jour où quelqu'un va dire, non, regarde, je vais te la protéger, laisse-la grandir. Puis laisse-la grandir. Puis tu dis, encore? Oui, encore. Puis là, tu dis, wow, je ne savais pas qu'elle pouvait donner 300 fleurs tous les jours. Et moi, l'expérience que j'ai, c'est que c'est ça, la conscience. Elle peut faire des miracles.
Si ma conscience est préservée sur une longue période de temps, et ça je l'ai fait tellement souvent l'expérience, que je partage avec des amis, des fois tu marches, puis tu as l'impression qu'avec toi, tu transportes un champ énergétique. Puis tu le tiens, là, tu sais, lui je le cultive là depuis 3 semaines. J'ai pas pété ma balloune depuis 3 semaines. Pourquoi? Parce que j'ai tous mes agents de sécurité. Traffic control, méditation, nourriture, attention, lecture. Je garde mes disciplines. Puis ma bulle, elle commence à grossir, puis je la transporte avec moi. Puis une fois de temps en temps, tu tombes sur une petite épine. Oh, shoot, faut recommencer. Ta grosse balloune, elle vient de tomber. Oh, flûte, faut recommencer. Mais c'est pas grave. On recommence, puis là, on met double sécurité. Parce qu'on dit, OK, là, je me suis fait avoir avec ça. Il faut faire un barrage encore plus grand. Et mon expérience de méditation en ce moment, c'est ça. C'est que la méditation régulièrement devient comment nourrir la conscience, puis la garder vivante. J'ai souvent parlé de, par exemple, le feu de foyer. Tu sais, on adore un feu de foyer, puis tout le monde sait que si tu arrêtes de mettre des bûches, ben, il s'éteint. Puis c'est tristounet, un feu le lendemain matin. Hein, c'est juste des cendres, il n'y a plus rien. Il est mort, le feu est mort. Alors, si tu gardes ton feu allumé tout le temps, surtout quand il fait froid, puis que t'es en position de vulnérabilité, tu sais, si tu peux mourir de froid, tu dois garder ton feu allumé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors pour moi, la méditation, elle nourrit ce qu'on appelle la flamme intérieure, l'âme intérieure. Cette flamme, elle doit rester allumée tout le temps. Et si on garde la flamme allumée, maintenant, c'est ça qui me procure le plus d'énergie et d'enthousiasme, c'est de sentir, hey, j'y arrive de mieux en mieux à garder cette flamme allumée. Puis quand elle est allumée, puis qu'elle est active, ben, elle a un impact. On parlait tout à l'heure récemment, on lisait une classe qui nous disait que votre conscience, c'est-à-dire ce que vous chantez dans votre tête, devrait être tellement joli, là, ce qu'on entretient comme pensée dans notre tête devrait être comme un chant. Puis ça devrait être un chant tellement beau qu'en l'entendant, ceux qui n'ont pas de jambes se mettent à danser, ceux qui n'ont pas de vue se mettent à voir, ceux qui sont découragés se mettent à avoir plein d'espoir. Puis je repensais à ça, je me disais, c'est une belle image, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je chante dans ma tête? Qu'est-ce qui peut être la matière que j'ai dans ma tête, dans mes pensées, qui fait que j'ai la capacité d'être avec quelqu'un, puis que la personne après va dire, waouh, j'ai tellement de bonne humeur, j'ai passé une demi-heure avec toi, mais là je suis de bonne humeur, puis elle va peut-être même pas s'en rendre compte, puis même nous on s'en rendra pas compte, mais on aura propagé de la joie, de la paix, du bonheur, de l'amour. Puis je sais que je ne suis pas rendu là, puis que c'est encore fluctuant, des fois ça marche pas, mais j'ai l'impression depuis quelques mois d'avoir touché finalement le nœud de tout ça, de dire, hey, il faut pas lâcher ça, là. Et cette méditation, c'est donc cultiver cette conscience, lui donner de la nourriture. Méditer, c'est générer ces pensées pures, de se dire dans notre esprit, « Hey, je suis quelqu'un de formidable. Je suis une âme comparable à cette fleur qui s'ouvre, puis qui crée une odeur magnifique. J'embaume le monde. Je suis un embaumeur. » Non, je suppose, hein? Non, je suis un diffuseur. Un diffuseur. Non, l'embaumeur, ça... Je suis un diffuseur de parfum. C'est cool, ça. Je suis un diffuseur de parfum. Vous voyez, moi, mon nouveau truc, c'est pchit pchit. C'est ça. Ma personnalité, c'est une personnalité pchit pchit. Partout où je vais, je fais pchit pchit. Tu sais, j'improvise, là, dans le sens à quoi je ressemble. Récemment, je me disais, si je devais être un ange, j'aurais l'air de quoi? C'est quoi la personnalité d'un ange? Et je m'amusais à m'imaginer dans une forme lumineuse. Ce serait quoi ma personnalité? Est-ce que je suis un ange plutôt de puissance? Et quand j'arrive, je donne la puissance, parce que je suis un ange d'amour, un grosse boule de coton, là, miam, miam, miam. Tu sais, vraiment, dès que tu apparais, c'est quoi mon type? C'est quoi Des fois, on se pose la question, c'est quoi ma valeur de fond? Comment je la fais vivre? Ben ça, c'est de la méditation. D'être en solitude, introverti, puis de trouver les pensées qui génèrent cette beauté, ce parfum, cette lumière, de se dire à soi-même, non, je suis une âme spéciale. Et moi, je vais apporter beaucoup de bien à l'humanité. Je vais faire ma part. Je vais être un donneur de bonheur.
Je veux être un donneur de paix. Et si les gens me lancent des cailloux, on a une image qui est magnifique dans les pouvoirs. Ok, que les autres me lancent des cailloux, c'est une chose, mais moi je suis un manguier spirituel. Et moi je donne que des mangues. Alors si tu me lances un caillou, moi je vais te donner une mangue. Très puissant comme pensée. Pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup, puis dites-vous, la prochaine fois que je le vois, je serai un manguier spirituel. Puis, imaginez-vous déjà préméditer la rencontre. Faire méditation, dire, ok, je le vois venir lui. Ok, je suis un manguier spirituel, je donne une mangue. Visualisez juste ça. Physiquement, je donne une mangue à cette personne, avec toute la métaphore que ça représente. Ben, ça veut dire qu'on génère un sentiment, puis la prochaine fois qu'on va voir la personne physiquement, c'est sûr qu'on aura préparé ou prémédité le terrain, et on aura tendance à agir mieux. Puis on dit non, je ne vais pas me venger, non, je ne vais pas lui dire quelque chose de blessant qui serait de lancer une pierre. Puis même s'il m'a lancé des pierres, moi je vais lui donner une mangue. Qui est vainqueur? C'est le manguier. Le manguier, non, c'est toi. Moi j'ai donné une mangue à l'autre, c'est moi qui ai gagné. Lui il s'attend à ce que je lui retourne la pierre avec une pierre. Mais là je le surprends, je vais lui donner une mangue. Et non, c'est gentil. Je l'ai insulté, puis il me donne une mangue. Ça va calmer les... En tout cas, c'est des images. Mais c'est ça la méditation. De nourrir ça. Et récemment, j'ai vu ça avec des situations quand même très difficiles. Puis de me demander, je reviens à la question de départ, à quoi sert ma méditation si c'est pas à ça? Pourquoi je médite si c'est pas pour m'armer, me protéger, me méditer pour me nourrir, pour me donner des forces, méditer pour me donner des médicaments, pour me soigner du mal? Est-ce que j'utilise ma méditation pour ça ou je fais juste méditer parce que c'est cool, puis j'ai vu dans un magazine de yoga que c'était bien de méditer, puis je fais ma méditation avec mon petit vêtement à $300? Non. On médite parce que c'est une nécessité. Et si je ne prends pas de médicaments quand je suis malade, je risque de laisser la maladie devenir mortelle. Si je ne suis pas en sécurité dans un lieu, je risque de me faire cambrioler et je ne peux pas juste prendre pour acquis que tout le monde est honnête. Et si je ne me nourris pas, ben je vais perdre des forces. Je n'aurai pas la capacité de bien fonctionner. Pour moi, l'équation est la même. Si je ne médite pas, c'est sûr que ma conscience elle va être contaminée par quelque chose, puis elle va perdre son pouvoir. Puis à un moment donné, on en a tellement assez d'être ordinaire que tu te dis... OK, là, je vais vraiment le faire comme il faut. Et là, on se donne les moyens. Donc, discipline, régularité, plaisir aussi, puis engagement dans la méditation pour dire non, non. Et quand on fait ça, puis qu'on sent que notre conscience grandit, qu'on est plus calme, qu'on est beaucoup plus positif, qu'on arrive à surmonter des obstacles plus facilement, qu'on a une rayonnance qui est comme j'aimais du parfum, puis je vois les petites abeilles, et cool, super, on s'aime, c'est bon, pas de chauve-souris à l'horizon. Ben, moi, il me semble que c'est OK, ça fonctionne, il y a quelque chose qui marche bien. Et ça, la conscience, quand elle est en forme, quand on dit maintenir, bien se porter, c'est en fait bien porter la conscience. Je pense qu'on fait un gros pas de progrès et qu'on se porte mieux, puis on a à offrir quelque chose de mieux. Mais on va avoir des épreuves. C'est sûr qu'on aura tous des épreuves qui viennent de l'intérieur, nos vieilles traces du passé, nos cicatrices du passé, ce qu'on appelle des comptes karmiques. Ça va venir de l'extérieur, des situations extérieures que personne ne contrôle. Et ça va venir des relations avec les autres, des problèmes qu'on peut avoir avec les autres. Donc c'est soit des individus, soit des situations de vie ou de l'intérieur. Et dans ce sens-là, moi je me dis la méditation, elle me sert à gérer ces risques de virus, de contamination, puis de problèmes de contamination. C'est un peu... j'ai pas fait le cours de méditation 101, là, mais ça, on l'offre en cours de méditation, mais c'est plus un rappel, je pense, de pourquoi on fait ça. Et est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on fait quand on médite? Ça vous donne un peu envie de méditer ou... Bon, on va méditer, alors.
Alors, je vous propose un 10 minutes, hein, Christine. On va partir un bon 10 minutes de méditation ensemble. Je vais proposer quelques idées. Et la technique, c'est toujours la même. Moi, je propose des idées, mais votre méditation, c'est de remplir le vide entre les deux. Et la vraie méditation, moi, je propose quelques pensées pour vous guider avec un thème. Mais le travail que chacun doit faire, c'est d'être actif. Oui, vous pouvez écouter, mais vous avez tout à fait le droit de totalement ignorer ce que je dis. C'est très correct. Puis de partir dans vos propres pensées. Ou d'utiliser un peu ce que je dis pour vous guider, vous aider à mettre des images, des mots. Mais entre les pensées que je propose, de créer les vôtres. Puis de la personnifier en vous disant, si moi je dis, bon, je vois un champ avec des fleurs, ben vous la personnifiez en disant, en fait, moi je suis une fleur. Je suis une de ces... Tu sais, vous ajoutez votre propre commentaire. Là, on commence par donner au corps le signal de ce qu'on va faire en méditation. Donc, bien mettre le corps dans une posture droite et alerte. Prendre le temps des fois de ressentir toute l'énergie qu'on dégage à travers les mains. Sentez vos mains sur votre corps et comment vos mains sont des transmetteurs d'énergie. Comme si on laissait l'énergie entrer par la paume des pieds, la plante des pieds. Comme si une énergie venait de la terre. Imaginez tous les arbres qui nous parlent. Imaginez la planète Terre qui nous parle, qui communique. Comme si on captait l'énergie de la Terre à travers nos pieds. Que toute cette énergie se propageait dans notre corps, comme la sève qui monte dans un arbre, se propage jusqu'au bout des branches de notre main, de notre bras. Juste prendre le temps de sentir toute cette énergie que dégagent nos mains, qui peuvent réchauffer le corps. On peut même sentir que si on devait tendre la main, on transmettrait toute cette énergie à un autre. Que si on levait la main, on représenterait toutes les bénédictions qu'on donne à travers notre main, comme une énergie pure qui vient de la terre. Notre corps appartient à la nature. Notre corps est une énergie puissante, création magnifique, complexe, presque un miracle de la nature, une perfection en mouvement, un arbre qui bouge, la terre, l'eau, le feu et l'air qui dansent la danse de la vie. Et c'est là qu'entre en scène la conscience, cette étoile de lumière qui apparaît au centre du front. Cette source vivante, consciente d'être une âme, le maître, le souverain qui s'incarne dans son corps, la grande âme
qui dans son humilité et dans sa douceur communique avec le corps, transmet tout son respect, sa révérence, sa complicité avec le corps. Et l'âme et le corps s'unissent, se fondent l'un dans l'autre. Deviennent un acteur qui joue son rôle dans cette pièce de théâtre du monde. Et l'âme qui brille au centre du front anime le corps, s'exprime à travers le corps, regarde à travers le corps. Elle écoute. L'âme, cette étoile si puissante qui se révèle la conscience s'épanouit comme une fleur. Et l'âme qui se reconnaît comme le maître, la grande âme, emplie d'une puissance infinie, fait éclore toute sa beauté. L'amour, le bonheur, la paix, comme si l'âme déployait ses ailes, ses pétales, les couleurs, des odeurs spirituelles. Et l'âme assise sur le siège de sa conscience propage et diffuse le parfum de ses valeurs, de ses vertus. Et assise dans le silence, au cœur de cet arbre vivant du corps, cette fleur de lumière qui illumine le monde, qui porte l'espoir, qui porte en elle les ailes de l'amour, le chant de l'âme qui se propage et qui se diffuse à travers le monde. Alors, si vous voulez, on peut continuer 4 heures comme ça. Il sera juste minuit et demi quand on aura terminé. Je ne sais pas pour vous, moi je serais bien parti pour beaucoup plus longtemps avec cette vision d'un arbre avec une lumière que je ne me suis jamais
imaginer comme ça, là, mais je pense que je vais me sentir comme un arbre qui bouge pendant les prochaines minutes. Un arbre vivant. Alors, bonne semaine, bonne méditation, et puis à mercredi prochain. Je te-